Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Dans cette édition, nous recevons une voix forte et inspirante, Mme Mehla Ahmed Talebna, présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et de la fille. Militante passionnée pour l'égalité, elle consacre son énergie à défendre les droits des femmes et des jeunes filles et à promouvoir leur rôle dans le développement de la Mauritanie et du continent africain. Avec elle, nous allons parler de son parcours, de ses ambitions et des actions qu'elle propose pour renforcer la participation et l'autonomisation des femmes. Madame Talebna, merci d'être avec nous. Merci. Alors, pouvez-vous revenir sur votre parcours et nous dire quelles étapes ont marqué votre engagement ainsi que votre ambition actuelle pour la contribution au développement de la Mauritanie et de la région? Merci d'abord pour l'interview. Et je me demande d'où commencer. Est-ce qu'à partir de mon enfance, quand j'étais une petite fille qui est née et grandie au Sénégal, dans une famille très modeste, quand j'allais à l'école, j'étais confiée à une famille Diop, une femme Fatou Diop, que Dieu ait son âme, à laquelle ma mère lui a demandé de s'occuper de moi pour m'apprendre à travailler à la maison. Parce que chez nous, culturellement, en Mauritanie, les femmes, les filles de familles maraboutiques ne savent pas faire le travail à la main. Elle m'a appris, cette dame, beaucoup de choses. Comment s'occuper de la maison, balayer la cour, laver la vaisselle, faire de la cuisine. À 13 ans, j'ai commencé à faire du djeboudian. Elle m'a même appris à piler le mil. Vous savez, le mortier là. Je ne pense pas que votre mère l'a fait. Si. Est-ce que je commence par là? D'accord. Est-ce que ce qui m'a marqué pendant cette période, j'ai constaté la douleur des femmes, aussi bien sénégalaises que mauritaniennes. Il y a 2 femmes qui avaient subi la polygamie et je voyais leur douleur alors que je n'avais que 7, 8 ou 9 ans. Fatou Diop, quand elle a subi le mariage de son mari à une deuxième épouse, je voyais sa douleur. Je voyais celle aussi d'une autre femme aussi mauritanienne qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui était obligée d'accepter la polygamie. Je voyais leur souffrance. J'étais une fille qui a vécu ce que beaucoup de filles en Afrique ont subi, les violences envers les jeunes filles, y compris le mariage précoce. Je ne sais pas si je commence par là ou je commence par la jeune fille mère qui allait à l'école, qui avait ses petits-enfants, et que ma mère, que Dieu ait son âme aussi, s'occupait de mes enfants pour m'encourager à aller à l'école. Donc j'étais une mère, fille, avec des enfants à bas âge qui allaient à l'école, qui tenaient à travailler parce que pour moi, depuis mon jeune âge, j'avais compris que l'espoir, le futur, c'est l'autonomisation de la fille, c'est qu'elle apprenne, qu'elle aille à l'école et qu'elle accède aux études au plus haut niveau. Ou bien la femme fonctionnaire aussi, qui dans une administration publique d'un pays du tiers-monde doit se battre pour se faire respecter, pour travailler, avoir son salaire, s'occuper de ses enfants, surtout quand j'étais divorcée et que c'est moi-même qui prenais en charge mes propres enfants. Sinon, je commence aussi par la dernière période où j'ai eu la chance d'être nommée par le président de la République pour présider l'Observatoire des droits de la femme et de la fille avec mon enthousiasme, mon énergie, mon expérience. Vous choisissez parmi toutes ces étapes. On sait que la Mauritanie et de l'Afrique ne peut se faire sans une implication active des femmes. Quelles stratégies et quelles actions concrètes proposez-vous pour encourager une participation plus forte des femmes et des jeunes filles dans des décisions liées au développement? Vous savez, Dieu merci à l'Observatoire national des droits de la femme, nous sommes
un groupe de membres sur 23 personnes, il y a seulement 3 hommes. Et j'ai tendance à préférer une gestion collective, c'est-à-dire je consulte tout le monde. Et nous avons un conseil national d'orientation qui dessine les orientations générales de l'observatoire, la politique de l'observatoire, les grandes décisions, le plan d'action, le budget. Les plus grandes décisions sont prises par ce conseil que je préside moi-même. Je préside aussi le bureau permanent. Et il faut dire que notre stratégie, c'est quoi? C'est communiquer, c'est faire des plaidoyers, c'est sensibiliser les femmes, notamment dans le milieu rural, pour qu'elles connaissent leurs droits, pour qu'elles comprennent que l'éducation des filles est essentielle, que l'autonomisation des femmes et des filles est primordiale et l'avenir de tout un pays. Et nos décisions sont prises au consensus. Nous tenons, et Dieu merci, l'Observatoire est indépendant. Les plus hautes autorités du pays ont décidé de sa création en 2020 parce qu'ils comprennent. Le président de la République, il comprend la situation des femmes, il sait, il est conscient de leur situation, elles manquent d'éducation, elles manquent d'autonomisation, elles manquent d'implication. Et j'ai de la chance qu'il m'ait choisi et j'ai de la chance de l'avoir entendu. Je connais sa vision, il a la conviction que si les femmes ne sont pas autonomisées, si les femmes ne sont pas impliquées dans les sphères de décision, au plus haut niveau, si elles ne sont pas impliquées dans le développement économique, le pays ne peut pas se développer et ne peut pas... Un exemple d'initiative réussie qui pourrait inspirer d'autres femmes. Je vais saisir l'opportunité de l'événement international d'hier soir, le Ballon d'Or qui a été accordé à Ousmane Dembélé, le franco-mauritanien. Je peux donner l'exemple de sa mère, Fatimata Dembélé. Voilà une femme leader forte qui a éduqué son enfant toute seule. Elle l'a encadré. Donc elle est source d'inspiration, elle est source de leadership, elle est source d'appui à ces stars internationales. Et Fatimata Dembélé est une femme mauritanienne, c'est une femme africaine. Toutes les femmes africaines sont des Fatimata Dembélé. Exactement. Donc nous avons toutes, nous les Africaines, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes défis, nous connaissons les mêmes défis, nous avons les mêmes attentes, les mêmes objectifs, c'est-à-dire s'autonomiser, être forte, séduire, accompagner le mari, l'aider, et c'est nous qui construisons les hommes. Exactement. Avec H, c'est nous des femmes. Exactement. C'est ça notre style. Et notre objectif, notre mission, c'est surtout de demander aux hommes de nous accompagner. Rien ne peut réussir sans les hommes. Aucun homme ne peut accepter que sa fille soit déscolarisée, que sa femme soit pauvre. Ils doivent accepter d'encourager leur fille à être scolarisée, d'encourager leur femme, leur épouse à travailler et d'accepter que l'autonomisation de la femme, c'est renforcer la famille et c'est de renforcer lui. Et ce n'est pas du tout une façon de lui retirer sa virilité ou sa force. Exactement. Quelle est aujourd'hui la situation des femmes en Mauritanie et en Afrique? Et quelles mesures innovantes ou prioritaires envisagez-vous si vous êtes élu président de l'Observatoire pour relever les défis persistants et promouvoir une réelle égalité de genre? Oui, vous savez, la femme mauritanienne, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Nous faisons plus de 52% de la population. La majorité, elle est analphabète. La plupart sont pauvres. C'est la même situation dans presque tous les pays d'Afrique. Les plus grands défis, c'est quoi? Que les gouvernements, tous les gouvernements, améliorent leur bonne gouvernance. Il faut que les lois soient appliquées. Ce n'est pas seulement de faire de bonnes lois. Nous avons de bonnes lois souvent.
mais souvent elles ne sont pas appliquées. Il faut appliquer les lois. La loi sur la scolarisation des filles, il faut que toutes les filles restent sur les bancs d'école. Je veux dire au plus tard à 16 ans, qu'elles fassent des études secondaires pour savoir lire et écrire et gérer. Qu'on fasse reculer l'âge de mariage jusqu'à ce que la fille soit plus mature. Donc ça, on le connaît partout. Même dans les pays développés, Oui. Ils connaissent la même chose d'une autre façon. Il semble qu'en Occident, ils acceptent que la fille ait des relations sexuelles, mais qu'elle ne se marie pas. Chez nous, il faut Exactement. Exactement. Nous avons tous les mêmes défis, nous avons les mêmes attentes, comme je l'ai dit, les mêmes espérances. Et si les gouvernements mettent le paquet, se focalisent sur l'éducation des filles, sur l'égalité des chances, sur l'application des lois, sur la participation politique des femmes au plus haut niveau et dans toutes les sphères de décision, l'administration publique, les élections, les mairies. Je voudrais bien qu'ils consacrent beaucoup plus de fonctions électorales aux femmes, qu'elles soient maires des communes rurales. Elles vont apporter du développement, elles vont avancer. Nous sommes toutes dans la même situation, comme je l'ai dit, nous avons les mêmes attentes, nous avons les mêmes défis. Mais le gouvernement ne veut pas faire ça toute seule. Il faut que la société civile s'organise, se spécialise et se consacre aussi de chercher la meilleure façon d'appuyer et d'accompagner le gouvernement et de ne pas se concentrer seulement sur les aspects politiques. Nous cherchons une meilleure éducation, un meilleur accès aux soins de santé de base, une meilleure implication et nomination des femmes. Nous avons énormément de femmes qui ont des compétences et qui malheureusement ne sont pas nommées. Nous, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Une institution consultative. Nous ne sommes pas un organe exécutif. Nous apportons l'assistance au gouvernement, au Parlement, à la société civile. Nous leur demandons de s'organiser et de coordonner avec les observatoires des pays africains pour mieux faire pression sur les gouvernements et sur l'élite culturelle et socio-économique. Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser à la société, aux décideurs, mais aussi directement aux femmes et aux jeunes filles? Et quelles actions concrètes recommanderiez-vous pour accélérer leur autonomisation et renforcer leurs droits? Le message est adressé au gouvernement. Vous savez, souvent les plus hautes autorités ne posent pas les problèmes. Chez nous, le président de la République a une belle vision pour la Mauritanie, pour les femmes. Il est lui-même moderniste, il tient à nos valeurs socio-culturelles et autres, mais il croit à l'importance de l'implication des femmes. Mais malheureusement, quand on descend au niveau des gouvernements, au niveau de l'exécutif, les choses malheureusement se dégradent parce que c'est une société patriarcale. Beaucoup de ministres n'exécutent pas les instructions, n'appliquent pas les lois, n'impliquent pas les femmes. Donc j'aimerais bien que les plus hautes autorités essaient d'améliorer cette gouvernance en termes d'implication des femmes. L'élite, toute l'élite, la société civile, il faut, comme je l'ai dit, qu'elle se spécialise, qu'elle s'organise, qu'elle travaille honnêtement et sérieusement et d'éviter de ne travailler ou de ne bouger ou de ne chercher des projets que pour des intérêts personnels. Il faut investir dans la société. Mon message aux jeunes filles, la fille, j'aimerais qu'elle croie elle-même. Vous savez, moi je crois aux rêves des jeunes filles. Les jeunes filles, moi, ça me rappelle mon enfance. Je voulais aller à l'école, je voulais être prof d'université, en littérature comparée, j'avais des rêves. Ces rêves-là, il faut les poursuivre vos rêves. Et essayer d'aller à l'école ou rester dans les bancs d'école pour accéder au plus haut niveau, à la formation et aux sciences pour vous-même. Exactement. Essayez de faire reculer le mariage. Il n'est pas encore dans vos intérêts, dans l'intérêt de la fille de se marier très tôt. Attendez d'être autonomisé, d'être scolarisé, d'être mature pour pouvoir gérer une famille. Je voudrais que les femmes elles continuent de le faire, mais qu'elles continuent à convaincre leur mari
que c'est dans leur intérêt qu'elles doivent être impliquées et que les hommes acceptent de communiquer avec leurs femmes, avec nous les femmes. Nous ne cherchons pas la confrontation, nous cherchons la solidarité, la complémentarité pour le bien-être de nos pays. Merci beaucoup, Madame Talebna, pour cet échange inspirant. Vos propos soulignent l'importance du rôle de la femme dans le développement de la Mauritanie et de l'Afrique. Merci d'avoir suivi Financial Afrique.